Tous et bienvenue à ce nouveau webinaire de la Cramp Academy. Tout d'abord, très bonne année à tous. Aujourd'hui, sur le thème des rituels managériaux à l'atelier, parce qu'en effet, il est important de pouvoir évaluer les compétences et la motivation de ces équipes. Pour animer cette séance, une nouvelle fois, nous avons fait appel à Eric Cerceau. Bonjour Eric. Bonjour Marion. Vous allez Merci bien? Marion. Oui, très très bien. Une excellente année à vous et à tous ceux qui sont cachés derrière cet écran. Plaisir de vous retrouver. Je vais peut-être actionner tout de suite la première diapositive. Alors, une bonne année 2022, ça c'est important, mais surtout si on pouvait se souhaiter un retour à l'humain dans cette période compliquée. Et en termes de management, on va en parler bien sûr, partie des valeurs que nous allons un petit peu examiner. Alors, je vous propose en fait… Avant de débuter, Oui, pardon. Pardon Eric, juste avant de débuter, je vais rappeler, vous pouvez poser vos questions tout au long de la séance et qu'on prendra un temps pour y répondre à la fin. Donc Eric et moi-même avons vu sur vos questions, donc on n'oubliera pas de revenir dessus. Et pour les personnes qui ne peuvent pas se connecter ou qui auraient besoin de partir avant la fin, bien sûr, la session est disponible en replay à partir de cet après-midi. Voilà. Eric, je vous laisse la parole. Parfait, merci Marion. Donc la thématique aujourd'hui, ce sont effectivement les rituels managériaux. Ça peut paraître un grand mot vu comme ça, mais on va voir très concrètement et rapidement comment ça peut fonctionner. Pour rappel, tout ça, ce sont des pratiques que l'on observe. Ce que je vais vous présenter, on ne l'a pas inventé, ce sont des pratiques observées dans des sites qui fonctionnent bien, aussi bien d'ailleurs dans votre spécialité, que ce soit la motoculture ou le matériel, mais également dans le poids lourd, dans le véhicule de loisirs, dans la moto, dans l'auto. En fait, ce sont vraiment des éléments sur les services après-vente qui sont primordiaux. Qui avait suivi les épisodes précédents, je remets une petite diapo, un petit visuel, en fait, sur lequel on avait terminé, sur la partie indicateurs clés. Et c'est vrai que au travers de cette idée, d'avoir des chefs ateliers, magasins qui soient concernés, impliqués, et notamment par les indicateurs clés, la question qu'on peut se poser, c'est quel format de management on peut avoir quand on est dirigeant de l'entreprise par rapport à ça. Donc c'est un petit peu regardé. Alors format de management, c'est vrai que dans le mot management, le fait de se dire, tiens, en quoi ça consiste? À 80%, le management, c'est de la communication. Et la communication, c'est vrai qu'elle s'exprime de façon très différente selon les endroits. Et c'est vrai que assez souvent, j'allais dire de temps en temps, mais c'est plutôt assez souvent, on entend des choses qui laissent penser qu'on n'est pas tout à fait dans le bon registre. Par exemple, première chose que je peux entendre, c'est un dirigeant qui me dit, alors dirigeant, soit un chef d'atelier, soit un dirigeant d'entreprise, qui me dit, vous savez, Eric, moi, ma porte est toujours grande ouverte, les gars ou l'équipe sont libres de venir me parler. Ouais, c'est intéressant, sauf que souvent, c'est que ceux qui ont besoin hésitent à le faire, pris dans le feu de l'action ou même par rapport à leur propre, je dirais, envie de ne pas montrer qu'ils ont une déficience. Et puis souvent, ceux qui viennent, par contre, c'est pour d'autres raisons et pas forcément les plus légitimes. Donc ça, je vous invite à méditer ça si vous êtes partisan de cette chose-là. Je ne vous jette pas la pierre, mais méfiez-vous quand même que l'efficacité soit celle que l'on escompte, je dirais, par rapport à ça. Alors après, il y a plus ceux qui ne sont pas contents peuvent aller chercher du boulot ailleurs. Bon, alors parfois, il y a du mal rentre dedans. Alors, à une époque, ça fonctionnait bien. Quand on était jeunes travailleurs, en ce qui nous concerne, en ce qui me concerne, c'est vrai qu'on pouvait avoir des patrons qui nous disaient ça, on l'acceptait. Aujourd'hui, grande méfiance. Les nouvelles générations ne sont pas faites comme nous. Et il y a tellement d'informations et tellement de possibilités de se rendre compte d'un certain nombre de choses que ça crée vraiment des séquelles. Autre élément qu'on passe notre temps à recruter en pleine pénurie de professionnels. Alors moi, quand j'entends ça, c'est aussi un gros signal. Si on passe son temps à recruter, effectivement, c'est vrai que c'est compliqué en ce moment. Il y a un manque, effectivement. Mais que fait-on pour conserver les talents? Et si on recrute trop souvent, c'est peut-être parce qu'à un moment donné, on les a perdus. Parfois, on est plein de bonne volonté, de bienveillance. Je ne jette pas la pierre non plus, mais c'est vrai qu'il y a des façons de voir les choses, il y a des façons d'exprimer les choses qui ont peut-être manqué, et les gens sont partis. Et puis après, je vous vois venir. Vous allez me dire, les réunions, c'est bien, Eric, mais c'est beaucoup de temps à passer. Et je vais vous présenter des réunions, on peut appeler ça comme ça, mais qui sont plutôt des briefings, qui sont rapides et qui permettent dans le détail de ce dont on a besoin sans y passer trop de temps.
Alors, autre éclairage que je vous propose, avec un visuel en fait, avec ce petit post-it, en fait, ça c'est ce qu'on aimerait obtenir partout avec les équipes. Hein, c'est-à-dire que quand on a un leadership, on peut parler de management ou de leadership, le leadership c'est plus le fait d'un dirigeant hein, ou dirigeant d'équipe. Comment ça se passe idéalement avec une équipe quand ça fonctionne bien? C'est parfois éphémère hein, ce que je vais vous raconter là, mais c'est vrai que c'est déjà une équipe qui fonctionne avec un objectif commun, à condition toutefois qu'on ait présenté l'objectif et qu'on l'anime. Hein. C'est vrai que ça fait partie de la communication. Et puis même si c'est un objectif non quantitatif, c'est en quoi l'entreprise a besoin d'objectifs, donc de situer le rôle de chacun. Et ça, c'est très important de donner du sens dans le travail à chacun, et quel que soit le poste, de façon à ce que tous, en fait, se soutiennent mutuellement pour aller vers cet objectif, et puissent accepter effectivement de temps en temps des périodes plus compliquées, des efforts supplémentaires, par exemple. Ça suppose bien sûr que chacun connaisse son rôle, et ça rejoint l'aspect définition de fonction, mais pas seulement. Hein. Définition de fonction, c'est important quand on recrute et quand on lance la personne, mais c'est aussi d'avoir peut-être de revisiter régulièrement les points où la personne se sent très à l'aise à sa mission et les points où elle est un petit peu plus en difficulté. Donc ça joue aussi sur le côté compétences, et les compétences, lorsqu'elles sont au bon niveau, généralement génèrent aussi de motivation. On reviendra sur cet équilibre entre les compétences et les motivations. Je continue à l'inverse, mais je passe rapidement parce que ça, c'est ce qu'il faut surtout éviter hein, sur le fond rouge du ticket. Ce qui ne va pas, c'est quand une équipe en fait est en désordre. Hein, quand on a une somme d'électrons libres qui font au mieux. Alors certains sont très consciencieux, prennent sur eux en risquant le burn-out, par exemple. D'autres le sont beaucoup moins et laissent des zones de flou qui leur donnent une bonne satisfaction, je dirais, au quotidien. Quand il y a des surcroîts de travail, c'est vrai que ce type d'organisation a du mal à les assumer, hein, ou ce sont toujours les mêmes qui les assument, et à ce moment-là, on voit certains des bons éléments partir de l'entreprise, ou éventuellement se retrouver dans des situations de santé particulièrement délicates. Alors, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on va basculer d'un côté ou de l'autre? Ce qu'on voit souvent, ce sont des managers, ce que j'appelle pompiers. Alors, le manager pompier, il essaye de pallier au fait que son équipe n'est pas effectivement dans une disposition de leadership adéquate, voire même elle est en sous-effectif. La question qu'on peut se poser, et moi j'attire souvent l'attention quand je suis dans les établissements, c'est est-ce que en tant que manager, et je l'ai été, on n'est pas à la fois de temps en temps pyromane et pompier, hein, les deux à la fois. On est tout simplement pyromane lorsque on pratique un management un petit peu trop léger. Hein, on n'est pas suffisamment dans la communication, on n'est pas suffisamment spirituel. Dans ce cas, ça s'allume. Alors c'est sûr que si on se promène toute la journée avec les extincteurs sous le bras, on a un peu l'impression d'exister, par exemple, mais bon, en tant que dirigeant d'entreprise ou de chef de service, il y a certainement d'autres choses à faire pour développer le commerce. Et c'est vrai que c'est très consommateur de temps, extrêmement dangereux par rapport à sa propre motivation et à sa propre santé même. Alors, pour aller un petit peu sur le détail hein, de cette équation entre la compétence et la motivation que vous avez dans vos équipes, je vous propose en fait ce schéma. En fait, il a pour vertu en fait de différentes situations. Par exemple, dans le secteur avec la lettre A, on est face à des gens dans votre équipe, vous pouvez avoir ce genre de gens qui ne sont pas très motivés et pas compétents. Donc là, on peut citer, je ne sais pas, un jeune, jeune ou moins jeune, peu importe, hein, qui a du mal dans ses études, qui à un moment donné entend dire c'est bien la mécanique sur les tracteurs, se retrouve dans une école sans avoir vraiment trop choisi, se retrouve chez vous, surtout en alternance, et puis pas compétent du tout puisqu'il apprend le métier et pas très motivé. Donc ça, c'est un premier cas de figure. Deuxième cas de figure, on se décale d'un cran vers la droite, dans le secteur B. Donc ce même gens devient de plus en plus, je dirais, motivé. Il est très compétent parce qu'il continue d'apprendre, mais bon, vous faites ce qu'il faut en termes de management, il se plaît bien dans l'entreprise, il aime le matériel et les clients, et c'est vrai que petit à petit, en fait, il va grandir dans sa motivation. Jusqu'à peut-être passer au secteur C, au bout bien sûr, où il sera motivé et compétent. Et puis, il peut arriver un bascule dans le secteur D. Hein, c'est-à-dire que le secteur D, on a toujours la compétence, on a toujours l'expertise au fil du temps, mais on a perdu la motivation. Quelque chose, le ressort, quelque chose qui ne va pas. On se retrouve effectivement en difficulté avec des personnes qui étaient des piliers dans l'entreprise. On peut avoir ce effet-là
sans parler d'un jeune qui débute, mais quand vous avez un excellent technicien qui vient vous voir en vous disant ouais, voilà, la technique c'est bien, mais j'aimerais bien passer à autre chose et piloter l'équipe, par exemple, de l'atelier, bah, cette personne, elle est motivée quelque part, mais elle est dans l'incompétence de ce nouveau métier. C'est-à-dire que ce nouveau métier, c'est plus du management que de la technique, sauf qu'elle ne le sait pas. Et parfois, on a peur de ne pas former ces personnes-là au management. Et à un moment donné, bon, qu'est-ce qui peut se passer? Bah, là, il peut se passer, on passe directement de la case B à la case D. Hein, c'est-à-dire que je me suis épuisé, je suis devenu le chef d'atelier. Ce qui est certain, c'est qu'on a perdu le bon technicien que j'étais parce que je n'ai pas suivi les cursus après. Mais par contre, même si je suis très compétent sur le plan technique, bah, je ne le suis pas forcément beaucoup plus sur la gestion d'une équipe. Je me démotive, je m'épuise et je risque de quitter l'entreprise dans le meilleur des cas. Alors, par tout ça, quels sont les styles de management que l'on doit, je dirais, utiliser? Alors, je ne vais pas être trop vite en besogne. Voilà, sur la partie A, quand on a quelqu'un qui débute en termes de compétences et de motivation, on va être extrêmement directif. C'est-à-dire qu'on va priorité à ce qui doit être réalisé, à la tâche. Donc, on va donner le roadbook complet. On va donner des ordres, on va expliquer, on va contrôler et quelque part, ne pas laisser trop de latitude pour éviter, bien sûr, les boulettes, sachant que la méthode doit être la bonne. Et là, si le N+1 n'est pas le plus compétent pour piloter cette personne, il faut vraiment se poser la question. Est-ce qu'on a la bonne compétence? Si par exemple c'est un technicien, est-ce qu'on a des techniques pour lui expliquer comment intervenir sur un matériel, par exemple? Deuxième cas de figure, à droite, donc dans la partie, le secteur B, on va dire, là, on a besoin d'aller un petit peu plus loin et notamment de travailler sur la relation. Donc on va expliquer, on va encourager, on va être beaucoup plus dans la formation que dans l'explication de: «Voilà, tu fais ça et pas autre chose». On va former justement pour qu'il y ait vraiment, le fait qu'une compétence puisse s'installer au fur et à mesure. On va être donc dans le style informatif. Lorsqu'on a des personnes qui sont dans le secteur C, il faut surtout, s'efforcer de le faire, même si on a de grandes compétences dans le métier de la personne, il faut prioriser l'autonomie. Donc là, on va être délégatif. Il faut de la responsabiliser la personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va lui donner les fameux objectifs, à condition, bien sûr qu'ils soient établis. On va faire en sorte de la laisser faire, et puis ensuite, pourquoi pas, de faire un point. Alors on dit contrôler aussi, mais là, c'est plus un point, un échange qui doit avoir lieu dans le rituel. À quel moment et tous les combien on fait ce genre de choses? Et dans le secteur D, on a quelqu'un, bah, qui a perdu la motivation, donc on va travailler beaucoup plus la relation. C'est-à-dire qu'on va le questionner, le ou la questionner. On va même avoir des paroles: «Bah, toi qui as bien connu, toutes ces périodes et tous ces matériels ou peut-être ce genre de situation, qu'est-ce que tu me dirais par rapport à ça?» Même si nous, on a une idée, bien sûr, en tant que manager, mais c'est vrai qu'on doit être dans l'écoute, dans la motivation, bien sûr, pour que ça revienne et puis la compréhension éventuellement de ce qui sortirait un petit peu comme des objections et tant mieux s'il y en a. Parfois, vous avez des réactions de ces gens-là qui disent: «Ah bah, pour une fois qu'on me pose la question, bah, tant mieux». Hein, quand il y a des changements de manager, souvent ça s'exprime comme ça ou quand nous on intervient. Ces gens-là, en fait, à un moment donné, vont revenir sur le point qui a, détruit leur motivation. Tant mieux si ça peut avoir lieu parce que parfois ça tient à des détails, extrêmement importants pour eux, mais que le manager, l'actuel ou le précédent, ont négligé. Alors par rapport à tout ça, bah, déjà, premier point, il ne faut pas, se louper en termes de style de management parce que si vous êtes directif avec quelqu'un qui est compétent et motivé, qu'est-ce qui va se passer? Bah, vous allez, complètement le détruire, hein. C'est-à-dire que là, pour le coup, c'est un motif à avoir une motivation, tout à fait, catastrophique. Inversement, si vous êtes trop délégatif avec des gens qui débutent, dans leurs compétences, vous courez à la catastrophe en termes de réalisation, surtout si ça impacte directement, le résultat auprès des clients. Et puis le participatif, il faut s'en méfier parce qu'il ne faut pas en abuser non plus. La diapo, quelques petits éclairages supplémentaires. Par exemple, les travers possibles, hein, du directif, c'est l'autoritarisme, hein. Si on fait ça avec tout le monde, à un moment donné, ça va être épouvantable. C'est-à-dire qu'au quotidien, quelqu'un qui est sans arrêt directif, bah, détruit en fait tout, toute son bien sûr qu'on a besoin d'avoir le roadbook. L'alternatif, le risque, c'est pas, hein, si je m'évertue à expliquer à tout le monde, y compris à ceux qui savent faire, sachant que j'ai peut-être pas le même niveau qu'eux en termes de compétences, d'une part, je vais passer beaucoup de temps, puis je risque de devenir un petit peu ridicule sur certains points. Attention aussi au délégatif, hein, qui serait le fait de se débarrasser des tâches qu'on n'aime pas faire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on dit: «Bah, tiens, ça, je vais lui balancer».
parce que moi j'en ai marre. Alors que bon, bah, c'est pas tout à fait ça le délégatif, hein, c'est de faire en sorte que chacun dans sa mission puisse exprimer son talent, mais en aucun cas de faire en sorte que le N+1, quel qu'il soit, se débarrasse des tâches qu'il ne veut pas faire. Et le dernier cadre à gauche, participatif, est-ce qu'on fait un peu trop le gentil? Il faut se méfier, hein, d'être un peu trop dans le fait de courtiser, de jouer les gentils. Puis jouer les gentils, en règle générale, avec tout le monde, c'est toujours très compliqué, hein, sans aller vers la tyrannie. C'est vrai qu'il faut rester en position. On n'est pas là forcément pour être copains tous ensemble, on est là pour faire avancer une entreprise au travers de ses objectifs. C'est un petit peu différent, même si ça peut se passer dans la bonne humeur et la bienveillance, bien sûr. Alors, ce que je vous propose maintenant, par rapport à ça, je surveille bien sûr, c'est d'aller directement sur ces fameux rituels managériaux qui peuvent vous servir. Alors là, il y a une image, vous allez vous dire, oui, les ponts élévateurs ne sont pas gros dans cette boîte-là. Bah oui, c'est de la moto du 2 roues, hein. C'est une équipe que j'ai accompagnée récemment. Je ne pratiquais pas ce briefing atelier. Alors, qu'est-ce que le briefing atelier? Bah, c'est tout simplement le matin, chaque matin de préférence, par exemple en milieu de matinée, parce que ça peut faire l'occasion de prendre un petit café aussi tous ensemble dans l'atelier, bien sûr. C'est de faire un point, hein, c'est-à-dire qu'on va examiner un certain nombre, transmettre un certain nombre d'informations et examiner, bien sûr, ce qui va se passer dans la journée. Alors, ce qui est conseillé, c'est de commencer par un point positif. Hein, bravo les gars, hier on a fait une super journée, vous avez rentré X matériel, on a pu ressortir les travaux qui étaient en attente pour monsieur machin, l'entreprise truc, etc. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va donner de l'information, notamment sur tout ce qui peut être déjà d'ordre technique, hein. On a reçu, je ne sais pas, une nouvelle procédure technique sur un matériel, ou peut-être même on a reçu un nouveau matériel qui est intéressant d'aller voir. Je sais que ça ne se pratique pas souvent avec les commerciaux, mais bon, écoutez, en fin de journée, les gars, on va tous aller regarder ce nouveau tracteur qui vient d'arriver pour comprendre un petit peu comment il est fait. Et puis, il y a d'autres. Le but, c'est qu'il y ait un échange avec l'équipe. Alors, vous avez une petite flèche avec une étoile, en fait, derrière le gars qui a un polo noir, c'est le chef d'atelier. Et ça, c'est ce qu'on appelle le tableau des irritants. C'est un tableau blanc que l'on met volontairement à disposition des gars, en leur expliquant, bien sûr, sur lequel, entre deux réunions, bien sûr, ce n'est pas lors de la réunion, c'est quand ils sont dans le ils vont signaler un élément qui leur pose une difficulté. Alors, ça peut être un outil cassé, une question de fond. Là, en l'occurrence, il y en avait une qui était inscrite sur le tableau, c'est comment on organise le congé pour cette fin d'année. Donc, des choses à l'équipe, ce n'est pas seulement du descendant avec le dirigeant, c'est vraiment un échange. Là, en l'occurrence, le monsieur qui est à droite, le grand costaud, c'est le dirigeant de la mission, qui aussi se fait un plaisir de faire autrement que d'habitude. C'est-à-dire que il vient, il fait coucou tout le monde et puis il passe. Hein, donc là, pour le coup, il est resté et ils ont pu, notamment sur comment, il y a une question très très intéressante d'un des techniciens, c'est comment se porte votre entreprise, monsieur le patron, en cette fin 2021. Parce que nous, on a des épouses qui disent que c'est compliqué dans le métier et on voudrait savoir. Vous voyez, ça répond à de la motivation. C'est-à-dire que là, on n'est plus dans le registre de la compétence, on est dans la motivation. Le dernier élément dont on a un petit visuel, alors c'est un tableau avec les ordres de réparation, bien sûr, qui sont inscrits par technicien. Ça, c'est le planning de la journée, en quelque sorte. Hein, j'ai pris la photo quasiment collée dessus. C'est pour ça que je vous l'ai remis en dessous. Et ça permet aussi de faire un point. Voilà, les gars, aujourd'hui, il y a tous ces travaux qui rentrent. De signaler que celui qui a fait l'objet d'un feuillet rose, c'est quelque chose qui est un retrait à l'atelier, parce que ça n'a pas fonctionné du premier coup. Hein, donc, de poser un petit peu le dispositif, le roadbook de la journée. Ça, c'est conseillé. Allez, 2 fois par semaine dans un premier temps, essayez. Vous verrez, ça a des vertus très intéressantes vis-à-vis de la motivation des. Autre rituel managérial, on en a déjà un petit peu parlé, c'est le point entre chefs de service. Alors, quand on dit chef de service, vous avez, je sais pas, un chef d'atelier, un chef magasinier, pourquoi pas aussi un chef des ventes, d'ailleurs, qu'on peut convier à cette chose-là. Et là, on retrouve les 3 premières règles à chaque fois, c'est-à-dire qu'on réalise ça régulièrement. Donc là, en l'occurrence, c'est 1 fois par mois. Ici, on va avoir 40. Je dirais c'est plutôt bien, de préférence vers 11h30. Alors, je ne sais pas si vous savez pourquoi c'est mieux à 11h30. Tout simplement, on n'est pas dans le rush déjà du début de journée. Et puis 11h30, c'est le moment où on va commencer à avoir faim. Donc ça veut dire qu'on ne va peut-être pas s'éterniser. L'établissement va fermer. Donc ça permet de s'assurer qu'on ne va pas trop déborder. Et puis pareil, on commence par des points positifs, des infos. Sachant que là, après, la différence, c'est que idéalement, mais là vous mesurez entre ce que vous faites et ce qui peut être fait, par exemple, le chef d'atelier, vous lui avez dit, tiens, tu vas nous présenter ton atelier du mois précédent. Quels sont les résultats
sur la productivité, le rendement, quels sont les résultats en euros, sachant qu'il faut qu'il ait accès à ça, bien évidemment. Pareil pour votre responsable du magasin, alors aussi bien sur le magasin, je dirais le libre-service ou la fourniture des pièces techniques à l'atelier, de façon à voir justement qu'est-ce qui fonctionne bien, ça c'est les premiers points tout à fait satisfaisants, et dans ça, bravo les gars. Et puis quelles sont les difficultés. Et par rapport aux difficultés, là on atteint un niveau de management très bon, c'est quand aussi vos chefs de service sont capables de faire des suggestions. Même si vous avez une vision des choses et vous avez cette compétence qui permet d'éclairer un petit peu leur quotidien personnel, laissez-les s'exprimer. Ça, c'est vraiment la vitrine de leur talent. C'est-à-dire que si on est sans arrêt en tant que dirigeant à donner les chiffres, les indications et la suite du parcours, on va tuer la motivation. Notamment qui sont compétents et motivés, pour revenir à ce schéma. Un petit compte rendu écrit, alors rapide, c'est-à-dire que là, on va juste faire en sorte d'avoir de ce qu'on a défini, peut-être les questions de fond, peut-être les actions à mener, qui fait quoi. Et bien évidemment, ça va leur servir, aussi bien à votre chef d'atelier, votre chef magasin, à rebondir au quotidien, briefing, notamment du briefing atelier. Briefing magasin, j'en ai pas parlé, mais ça peut exister aussi si vous avez plusieurs, bien sûr, magasiniers. Si vous avez un chef magasin et plusieurs magasiniers, il peut aussi faire ce genre de choses. Alors, lui, il choisira peut-être un horaire un peu différent, peut-être en début d'après-midi. Encore que, milieu de matinée, bon, le déballage peut être fait. Mais c'est vrai que tout ça, ça permet en fait d'avoir dans le meilleur niveau de communication et qui permet d'aller vers le fait de remplir les objectifs et d'en avoir bien sûr les objectifs. Donc on pourrait évoquer aussi, je dirais, des aspects de rémunération qui sont liés à ça. Certaines entreprises, j'en ai croisé dans le secteur, bien sûr, matériel agricole, qui avaient effectivement une partie de rémunération variable. Ça pourra faire l'objet d'autres webinaires, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pour fidéliser en fait des équipes, pas forcément que l'argent, mais c'est vrai que combiner un management opérationnel comme celui, encore une fois, qu'on n'a pas inventé, qu'on a vu fonctionner, et des rémunérations indexées sur les résultats de l'entreprise, ça permet de conserver en fait les bons talents. Alors, on se résume, on doit, en tant que manager, apprendre à manager. Comme disait un président, si on veut être chef, il faut savoir cheffer. Mais c'est ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez dans l'idée de mettre un technicien comme nouveau chef d'atelier, il faut surtout penser à le former au plan managérial ou le faire former. Ensuite, il faut essayer d'avoir la possibilité de prendre du temps. Donc ça, c'est de temps en temps, vous avez vu, ce n'est pas forcément des grosses durées, mais c'est surtout que c'est très fréquent. Si on dit tous les 2 jours, on ne déroge pas à cette règle-là. Et en fonction de ça, on va être dans un plan d'amélioration continue, c'est-à-dire qu'à partir du moment où chacun exprime des difficultés, des suggestions, d'abord, on va pouvoir corriger le tir, et puis ensuite, on va montrer à tout le monde qu'on tient compte de leur avis. Et je peux vous garantir que quand vous reprenez, par exemple, mon équipe de techniciens de tout à l'heure dans la moto, à qui on n'avait quasiment jamais posé la question, parce qu'en fait, l'actuel patron a repris derrière son papa, et le papa était très dirigiste d'une autre époque, même s'il a eu le bonheur d'amener cette entreprise dans notre contexte actuel, bien sûr, avant de prendre sa retraite. Mais c'est vrai que les techniciens n'étaient jamais consultés. À un moment donné, quand on leur a posé la question, tiens, le matin, qu'est-ce qui est le plus empoisonnant pour vous? Ils nous ont juste expliqué sortir 25 machines de l'atelier et les rentrer le soir, c'était autant de temps perdu avant d'attaquer les travaux pour les clients de la journée. Donc la question, effectivement, après, était de travailler sur comment on évite ce genre de choses et comment on évite d'avoir autant de machines présentes sur place. Et là, on se rend compte que des clients pour qui la machine est terminée, je dis machine parce que c'est une moto, mais ça peut être chez vous avec des tracteurs, on ne vient pas les chercher. On laisse parce que on sait qu'ils ont de la... Alors, il y a une grosse différence entre une moto et un tracteur, c'est que généralement, on ne travaille pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de gens qui travaillent avec une moto, il y en a quelques-uns, mais beaucoup moins que des gens avec des tracteurs. Donc c'est vrai que souvent, c'est plutôt l'inverse dans votre profession. On s'escrime à aller chercher ou à récupérer le plus vite possible, mais encore que, ça sur d'autres sujets. Et c'est vrai que la question, encore une fois, c'est posons la question aux principaux intéressés au lieu d'imaginer la réponse en tant que manager. Si ça corrobore un peu avec notre point de vue, c'est intéressant. Si par contre, la suggestion, mettons-les en œuvre. Elles ne seront pas parfaites à 100% du premier coup, mais on aura beaucoup de motivation et puis au fur et à mesure, une équipe qui apprend. C'est souvent de l'entreprise apprenante, c'est vraiment au travers d'éléments comme ça. Donc vous voyez, on essaye de faire ça. Je peux vous garantir que si vous pratiquez ça, ça va déjà, si vous le faites, vous avez certains, vous pouvez peut-être en témoigner, mais au fur et à mesure, si vous mettez en place, vous n'avez jamais fait, au début, on est un petit peu mal à l'aise avec ça, bien sûr,
ça se prépare, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, l'équipe vous dit, au fait, on continue, hein, c'est intéressant. Moi, je veux expliquer la prochaine fois, voilà. Donc voilà ce que je voulais vous donner comme éclairage, hein, je surveille le timing. Et bien sûr des questions du chat, elles sont les bienvenues maintenant. Merci à tous, merci Eric, et à très bientôt pour un nouveau webinaire. Avec grand plaisir. Bonne journée à tous. Au revoir.